up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez entendre cette vidéo. Alors là, moi aujourd'hui, je dirais bonsoir et mon invité dira peut-être bonjour, parce que mon invité, vous l'avez reconnu, c'est Captain Hook Chronicles, Captain Crochet, et qui n'est pas en France, qui est ailleurs. Il fait beau, il fait jour, et nous, il fait soir, comme on dit, c'est pas très français. Je suis extrêmement content, enfin, de pouvoir dialoguer avec toi. Comment vas-tu ? Ah bah écoute Samir, merci beaucoup, ça va bien parce que je te remercie énormément de cette invitation qui me fait chaud au cœur. Ça m'enchante de parler avec toi parce que tu es quelqu'un que j'apprécie. J'apprécie l'offre que tu présentes. Je suis un abonné, tout simplement, de Microciné. Pareil. Et voilà, je suis un abonné de Microciné et c'est un plaisir. Et puis, même si, soi-disant, on est dans des cases assez éloignées l'un de l'autre, ben, on va prouver, enfin j'espère que notre discussion va prouver le contraire. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Ça me touche bien évidemment ce que tu dis et j'aime bien les compliments. J'adore aussi les compliments. Ouais, ça me fait plaisir. Mais toujours les prendre, ça fait du bien. Mais attends, tu vas en avoir. Figure-toi que moi, je t'ai connu, c'est pas par le biais du cinéma, c'est un peu plus tard. C'est en fait, alors je ne sais plus dans quelles circonstances je me suis retrouvé sur ta chaîne à te regarder et à t'écouter parler de boxe. Et ça m'a plu parce qu'après, plus tard, tu as su, et je pense que tu étais extrêmement surpris de savoir que Samir Ardouf de chez Microciné, bah, il a eu un petit moment comme ça où il était vraiment fan de boxe. Alors, il n'était pas boxeur, il a jamais boxé, malheureusement, mais en tout cas, voilà, c'est une période qui est importante pour moi, et c'est comme ça qu'ensuite je t'ai connu, et c'est comme ça que j'ai vu que tu faisais aussi que tu travaillais aussi la question. Le rapport à l'image, le cinéma, et après, bon, bah, j'ai vu, bien sûr, j'ai continué à voir de tes émissions, et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on ait un dialogue. Donc, c'est une espèce de fait croqué, de faux, vrai fait croqué, vous allez voir, parce que dans un premier temps, bien évidemment, il faut, comme je suis très curieux, je suis cinéphile, donc je suis très curieux. Je vais essayer de comprendre un peu d'où tu viens, cinématographiquement parlant. Pourquoi cette chaîne? Pourquoi parler aussi de la boxe, tout ça? Et le rapport entre la boxe et le cinéma, qui n'est pas un rapport lointain, parce qu'il n'y a pas que Rocky. On pourrait parler aussi de d'autres films comme Gentleman Jim, comme nous avons gagné ce soir, tous ces grands films. Et dur sera la chute. Plus dur sera la chute. Et aussi, oui, effectivement, avec le grand Bogart. Et ensuite, on va bien évidemment parler sur un sujet qui te tenait à cœur et que tu avais envie de, voilà, qu'on dialogue autour de ça. Donc c'est une émission où on va juste parler et ça fait du bien. Oui. Bien sûr, dans le descriptif, hein, vous avez le lien qui renvoie directement à la page à la chaîne de Captain Hook. Allez-y, n'hésitez pas pour voir et puis abonnez-vous aussi. Voilà, je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Likez, mettez le pouce bleu. On partagera et voilà, bien sûr. Voilà. Alors, tu sais, hein, il y a une question que j'emmerde beaucoup de gens avec cette question. Je la pose tout le temps quand je découvre un nouveau confrère. Elle est devenue mythique sur YouTube, évidemment. Eh ben, ah bah tu vois. Alors là, c'est fou. On peut arrêter là. Bah oui, mais moi, ça m'intéresse de savoir ça parce que pour moi, ça me permet aussi de comprendre d'où vient la personne et j'ai envie de savoir un peu c'est quoi cette image marquante qui peut-être aurait un lien avec ce que tu es aujourd'hui. Voilà, par rapport au cinéma. Mais tu vois, petite anecdote, et pourquoi j'ai tout de suite cliqué avec ton travail et avec toi, c'est que cette question qui est devenue une question, toujours ta première question, est aussi la mienne, que j'ai depuis des années. C'est-à-dire quand je fais des anthologies, souvent je fais des anthologies de boxeurs, tu sais, pour raconter leur histoire, pour raconter leurs histoires, ça s'appelle les discussions Hall of Fame. Et quand j'ai des invités, ma première question c'est comment tu rencontres, comment tu découvres ce sportif. Et c'est exactement la même que toi. Je fais aussi des discussions Hall of Fame du rock, tu vois, de musique aussi. Il y a aussi une grosse partie sur ma chaîne. Pareil, comment tu découvres ce groupe, cet artiste? Comment tu découvres ce film? Et en fait, je me suis aperçu, il y a quelques temps quand je t'ai découvert, je me suis aperçu, quand j'ai découvert ton travail, qu'on avait la même introduction, qu'on avait la même question qu'on posait à nos invités. Et ça m'a fait plaisir. Et donc, voilà pourquoi le lien.
Donc maintenant, c'est à moi de répondre à cette question que je pose souvent par rapport au ciné. En fait, je l'avais peut-être déjà dit avec d'autres invités, je pense que plus qu'une image de cinéma marquante, moi, ce qui m'a marqué au fer rouge, c'est l'ambiance et l'atmosphère quand j'étais enfant pour aller jusqu'à la scène de cinéma. C'est-à-dire que un truc qui m'excitait au plus haut point, c'était ce passage, on est dans les années 80, tu as connu Samir, ce passage quand tu arrives au cinéma, il y a les affiches, il y a les photos, tu rentres pour aller jusqu'au guichet, et autour du guichet, c'était les teasers avant l'heure, tu avais toutes les affiches des films qui allaient sortir dans plusieurs mois. Exactement. Et Exactement. ce moment-là, tu sais, entre on passe la porte et le guichet qui est un peu plus, qui est central, mais qui est un peu plus profond, et tu marches un peu, et là, en fait, t'es en plein rêve. Parce que là, tu te faisais justement l'expression te faire des films. Et tu te faisais des films de ouf, tu vois, avec dire, ça sort dans plusieurs mois. Qu'est-ce que c'est? Et là, tu te faisais le film. Je me souviens, alors c'est l'ordre du flash, hein, tu vois. Je me souviens de l'affiche de la suite de la poursuite du Diamant Vert, tu sais, la poursuite avec Michael Douglas. La suite qui a été annoncée, je fais waouh et tout. Je me souviens aussi des Goonies. Je me souviens quand aussi Ghost avait été annoncé. Donc en fait, on avait où l'affiche, où tu sais, c'était des affiches cartonnées découpées. Tu sais, enfin, ça doit toujours exister d'ailleurs. Mais et ça en fait, c'était le plaisir avant le plaisir. Tu comprends? C'était avant d'aller dans la salle, le plaisir, c'était ça. Et donc, déjà, j'étais en plein rêve. Et après, il y avait la salle où j'étais, bien sûr, évidemment, marqué par plein de films. Quand tu as un œil de gamin, tu sais. Et j'allais vraiment, j'ai eu la chance d'aller, merci les parents, j'ai eu la chance d'aller vraiment beaucoup au cinéma. Et vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, quoi. J'étais, on peut dire, un rat de cinéma, tu vois. Donc, voilà, j'allais tout voir ce qui était possible de voir. Bien sûr, j'allais pas voir les films d'horreur, par exemple, et tout ça, mais voilà, je me souviens que j'avais être circonspect face au Baron de Munchausen. Je me souviens aussi, je sais pas, plein de films comme ça, au Fisher King aussi, tu vois, je m'en souviens aussi. Enfin voilà. Et bien sûr, Retour vers le futur 3, qui était un événement parce que même si j'étais môme encore, j'avais conscience que cette saga-là, c'était celle de ma génération, tu vois. D'ailleurs, je fais plein de, tu sais, merchandising avec beaucoup d'illusions à Retour vers le futur, parce que c'est la génération juste avant moi, c'est Star Wars, mais moi, je suis en plein dans Retour vers le futur et c'était notre saga. Voilà. C'est marrant que tu parles de tout ça parce que une question, mais celle-là c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas, ce vers quoi je vais te demander d'aller comme ça, c'est plutôt, ça vient plutôt de notre ami et confrère Eddie, Sci-Fi Vlogger, et qui une fois m'avait, qui est excellent et très généreux et qui m'avait dit une fois que dans une salle de cinéma, il me disait rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. J'ai toujours cette sensation que rien ne peut m'arriver dans une salle de cinéma. Et est-ce que toi, parce que je suis beaucoup plus un enfant de la télévision, malheureusement, pour des raisons purement logistiques et économiques, j'ai beaucoup plus découvert des films par le biais de la petite lucarne que dans une salle de cinéma. C'est beaucoup plus tard quand j'en ferai mon métier que je verrai des films dans les salles de cinéma. Est-ce que toi, tu avais cette sensation-là quand tu étais gosse dans les années 80, entouré de toutes ces affiches, donc de tous ces oncles et tantes qui étaient un peu officieux, et être dans cette salle de cinéma avec l'ouvreuse? J'imagine que tu as dû connaître l'ouvreuse, la période de l'ouvreuse. Est-ce que on a même connu l'intermède, l'entracte où on pouvait acheter les bonbons, tu vois. Exactement, ça, j'ai connu ça aussi, mais tu te sentais comment, toi, dans une salle de cinéma? Est-ce que tu avais cette sensation d'être préservé de tout, du monde, du réel qui était autour de toi? Alors, je n'avais pas cette sensation sécuritaire aussi comme Eddie, mais je comprends ce qu'il veut dire. Mais j'avais, c'était vraiment le lieu du fun. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment le lieu... c'était vraiment le lieu de la pop culture.
tu sais. Et que, voilà, c'était ouais, la pop culture, le rêve américain, tu sais, qui m'arrivait. Et allez-y gaiement, je suis tout ouvert à ça, tu vois. C'était plus ça, tu vois. Et après, c'est vrai que parfois, il y avait des séances qui étaient tellement merveilleuses et tu partais tellement loin, tu sais, que le retour à la réalité, le retour à la vie réelle et à l'urbanisme, tout ça, c'est vrai que ça faisait des descentes parfois émotionnelles que j'arrivais pas à bien réaliser à l'époque, mais que j'ai vite compris quand même. Ouais. Est-ce que dans les années 80, donc j'imagine que c'était ton enfance, en plus du cinéma, est-ce qu'il y avait d'autres apports culturels qui sont venus greffer à ton amour pour le cinéma? Je pense notamment par exemple à la musique. Est-ce que tout ça s'est arrivé pratiquement est-ce que c'est l'enfance qui t'a permis tout ça? Ah ouais, comment dire, alors l'enfance. Moi, je pense qu'on réussit tous et on manque tous des trucs à notre enfance, tu vois. On peut aussi, on se dit souvent, oh, putain, quand j'étais ado ou quand j'étais adulte, j'ai merdé des trucs. Je pense que aussi tu peux merder quand t'es enfant, tu vois. Donc mais ce que j'ai pas merdé, c'est d'être une éponge par rapport à la culture du moment, tu vois. J'étais une éponge. Alors je pense que j'étais déjà fasciné à fond, tu vois, et donc j'ai tout pris, quoi. J'ai pris la culture de l'époque, les sons de l'époque, le rock FM, la new wave, tout ça, le début du hip-hop. Ah ouais, c'était un tout, effectivement. Et par rapport au cinéma, oui, par rapport au cinéma, est-ce que tu es déjà petit, tu avais cette tendance à vouloir aussi en parler des films que tu voyais avec tes parents peut-être ou avec ouais. tes cousins Ouais. Très vite collectionneur, c'était ma façon d'en parler, tu vois. Très vite collectionneur après en parler, ouais. D'affiches, ouais, les affiches, effectivement. J'allais prendre la tête au vidéoclub de l'époque pour qu'ils me refilent les affiches qu'ils avaient mis de côté, tu vois. Et tout, on l'a tous fait, ça. Voilà, et tout. Donc, les affiches à fond, les affiches 4x4 s'il fallait. Ouais. Les magazines aussi, tu vois. Je pense que j'ai été le gamin qui allait acheter Première. Tu vois. Et tu te souviens, à un moment, ils faisaient des sortes de cartes postales, mais c'était des affiches de films à l'intérieur du magazine. Est-ce que tu te souviens de ça? Alors là, ça a duré longtemps, hein, tu sais. Et donc, tu avais 4 affiches, 4 cartes postales, mais en fait, c'était des affiches cartonnées, tu vois. Et tu pouvais. Non, j'ai pas souvenir. Voilà, bon, des trucs comme ça, tu vois. Alors moi, et tu as gardé tout ça? Pas avec moi, parce que donc là, je suis dans le Midwest canadien, mais pas avec moi, mais peut-être en France, dans des cartons, ils existent encore. Ouais. Et le sport dans tout ça? Parce que ta chaîne, c'est une chaîne où on parle de musique, j'avais oublié, j'en suis désolé, de cinéma aussi, des émissions consacrées à ça, et des émissions consacrées, par exemple, à la boxe. Je veux dire, la boxe, ça vient par le cinéma ou c'est autre chose? Non, on va dire que c'est autre chose. Alors, mais merci en tout cas, Samir. Parce que les gens, je pense qu'ils vont pas comprendre. Le mec, il parle musique, cinéma, boxe, c'est quoi les délires. En gros, moi, je prends le parti de dire que je ne me soumets pas, ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je me soumets pas au formatage de l'époque et surtout de YouTube. C'est-à-dire que tu es un YouTuber sport, tu es un YouTuber cinéma. Non, moi, ma page ciné, c'est quelque part, c'est moi. Donc, je trompe pas sur la marchandise. Et c'est en fait mon esthétique. Simplement, je parle de ce que j'aime, donc de mon esthétique au sens global. Tout ce qui rentre dans mon esthétique. Le cinéma rentre dans mon esthétique. La musique, évidemment. Et la boxe, qui est une part de ma culture, qui arrive parce que je tombe encore dans la bonne période, tu vois. C'est-à-dire, c'est les années Tyson. C'est les années, des Cat Kings, Sugar Ray, Marvin Hagler, tout ça, tu les connais évidemment. Donc je tombe aussi dans cette période, même si je vois pas les combats et tout ça, le magnétisme et l'aura de ces mecs à l'époque traversent quand même la culture et même la culture pop. Donc je suis traversé par ça. Et dès 91, je m'y mets sérieusement.
à m'intéresser au sport, à m'intéresser à la culture, tu vois. Et vraiment, après, je peux même te dater qu'à partir de janvier 94, ça a été, là, on y rentre en plein dedans, quoi. On devient un fan hardcore et ça s'est jamais arrêté depuis. Et est-ce que tu as pratiqué ce sport comme tu as pratiqué aussi le cinéma? Ouais. Alors, à un niveau ridicule. Souvent, tu vois, ceux qui aiment le plus les sports sont pas souvent les meilleurs. Donc, j'étais pas super bon. Notamment quand j'étais jeune, à un moment, j'aurais pu faire un petit truc, mais un petit truc en boxe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire grand-chose. C'est des combats régionaux pour pas grand-chose. Et puis, comment dire, la fenêtre de tir était déjà passée depuis longtemps. Mais c'est pas très grave parce que même si j'ai rien fait en termes de carrière, c'est comment dire, c'est une expérience de vie, c'est une façon d'être. Puis aussi, c'est une discipline que tu t'imposes et surtout qui fait du bien. Donc, c'est vraiment, c'est con à dire, mais faire du sport, c'est recommandé à tous, tu vois. Donc, bref, voilà. Donc, mais ce qui m'a permis d'être dans le milieu, c'est-à-dire de m'imprégner du milieu, de découvrir des milieux, et notamment en Amérique, au fur et à mesure, j'ai vagabondé parce que j'ai beaucoup voyagé un peu. Je suis un peu un gypsy ici, et ça fait des rencontres et ça a permis de, comment dire, effectivement, quelle que soit la culture, ça te permet, quand tu es au plus près, ça te permet de former un œil qui est quand même beaucoup plus précis, former un œil qui est beaucoup plus lucide. Il y a un lien comme ça avec le cinéma quand tu parles de former un œil, parce que c'est ce que Je pense. On se dit quand on voit un film, il faut savoir voir aussi, il faut voir vraiment les choses. Ouais, je pense que entre une personne qui regarde un film parce qu'elle est juste fan de l'acteur, ou il est juste fan de l'acteur, et que la démarche de regarder ce film ne vient que de là, et d'un mec qui a un peu de métier, qui sait que pour faire ce plan-là, il a fallu faire ça, en termes d'équipe, en termes de lumière, et tout ça, tu n'as pas le même regard. Tu peux avoir la même émotion. Tu peux être emporté par les mêmes émotions. Mais je pense que tu n'as pas le même regard sur l'objet. Sur l'objet film. Tu vois ? Parce que tu ne le prends pas de la même façon. Est-ce que tu as eu des moments comme ça où tu avais envie d'écrire sur ce que tu voyais? Oui, ouais. Bah, en fait, je suis un... tu vois, on ne peut pas la faire à Samir. Moi, je suis un écrivain contrarié. Voilà, tout simplement. T'as raison. Je suis un écrivain contrarié qui essaye maintenant, depuis que je suis sur YouTube, parfois d'essayer de mettre en vie des écrits, des choses qui auraient normalement dû être des écrits. Tu vois. Ouais. Pourquoi contrarier? Pas contrarier parce que après c'est encore une fois une histoire de discipline. Tu vois, pour écrire un livre, faut pas être forcément le plus talentueux, mais il faut être le plus discipliné. Tu vois. Il faut le faire. Il faut arriver jusqu'au point final. Tu vois, c'est un truc comme ça. Et ça n'a pas été le cas pour moi. Pour l'instant, ça peut changer. Exactement. Mais pour arriver à cette chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il a fallu faire aussi te concernant? Pour en arriver à ça, pour avoir cette idée de se lancer comme ça dans une histoire qui est assez particulière quand même, et parce qu'il faut aussi, oui, avoir une espèce de contrat avec sa propre subjectivité. Ouais, alors, c'est là où, comment c'est parti en fait, et c'est pour ça que ma chaîne a tout de suite dérivé vers un des pans, je te parlais de ma culture, qui est la culture boxe, et qui fait que ça crée un quiproquo me concernant, parce que on me considère comme un YouTuber boxe, et moi j'ai le plaisir de dire, mais si vous n'êtes pas sur une chaîne de boxe. Alors tu vois, les gens ils me regardent, ils font, non mais excuse-nous, ça, tu sais, c'est surréaliste, tu vois, je suis le Magritte de YouTube. Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une chaîne de boxe, tu vois. C'est la même chose. Mais comment ça vient? C'est en fait, mais c'est tout bête. Hein. C'est qu'une fois, je regarde un combat et mes oreilles, elles saignent tellement j'entends de conneries
de la part des commentateurs et tout ça. Et je me dis, mais non, mais c'est Commentateur possible, télé? Télé ou ouais, YouTube? ouais. Non, télé. Télé. Et je dis, non, c'est pas possible. Si YouTube, écoute, pourquoi pas, au moins, cette frustration d'entendre des conneries, je vais l'apaiser en sortant les miennes, tu vois, et qui sont d'un autre niveau, évidemment. Donc c'est tout con, ça vient de là, et c'est pour ça. Après, ça a été une avalanche de vidéos box qui a fait qu'on a cru que j'étais ça. Mais après, j'ai essayé de rééquilibrer le tir à parler d'autres choses, tu vois, d'autres choses. Et puis aussi, je suis dans une niche, et en plus, je suis un youtubeur confidentiel. Et c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait normal. Donc, je vais pas me prendre la tête. Matériellement, je vais pas me prendre la tête à créer d'autres chaînes. Tu vois, je suis pas à un stade où je me dis non, j'ai peut-être créé une autre chaîne. Je suis pas à un statut, tu sais, qui fait que là, ça aurait du sens. Non, ça, pour l'instant. Mais est-ce que c'est, Et puis en plus, je suis un peu trop anard, je suis un peu trop, tu vois, je suis un peu trop pour le faire. Donc c'est. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important ce genre de question? Non, c'est pas important. Mais de toute façon, ça plaira comme ça déplaira aux gens qui cliquent, les gens qui sont derrière. Il y a des gens qui, au final, ont apprécié le personnage, apprécient ce qui est dit, qui sont là. Puis il y a des gens, ils recherchent un truc précis, tu vois. Et s'ils l'ont pas, en tout cas, ce qui est bien, c'est que s'ils l'ont pas, ils s'en rendent compte très vite avec moi. Et il n'y a pas de malentendu, quoi. En quelle année tu l'as créé ta chaîne? 2015. 2015. Et à partir de quand tu as commencé à questionner d'autres genres comme le cinéma et la musique? Tout de suite ou t'as attendu un petit peu? J'ai beaucoup attendu, hein. Même, je te dirais même un peu trop. Mais bien sûr, dès qu'il y avait un film de boxe, évidemment, c'était l'occasion rêvée pour parler boxe. Donc voilà. Mais comment dire? Je restais trop encore dans le thème, tu vois. Je cassais pas encore le jouet. Quand j'ai vraiment cassé le jouet, c'est-à-dire on va parler carrément autre chose, de Retour vers le futur ou de Dépêche Mode, tu vois, ça me fait délirer. Ça me fait délirer, tu vois. Je suis soi-disant un YouTuber box, mais je pense que j'ai fait la meilleure vidéo avec mes invités sur Dépêche Mode. Ça me fait délirer. Bon, c'est un délire un peu particulier, j'en conviens, mais c'était un plaisir surtout. C'était un plaisir. Et en fait, on fonctionne comme ça, on fonctionne au plaisir, tu vois. Moi, j'ai encore un plaisir monstre à faire des vidéos YouTube. Je suis toujours pas un salarié de YouTube. C'est du plaisir, quoi. Il y a vraiment du fun, tu vois. Je suis tellement content quand de rien que faire l'enregistrement comme nous on le fait là. Ça fait ma journée, quoi. Ça fait ma journée. Alors en plus, si d'autres personnes apprécient aussi, c'est bénéf, quoi. Oui, mais il y a aussi autre chose que si on écoute attentivement si on regarde et on écoute attentivement ce que tu fais, il y a aussi, je l'ai remarqué très vite, c'est qu'il y a une vraie passion pour le dialogue chez toi. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Oui, alors ça c'est vrai, effectivement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais et aussi d'essayer comme ça d'avoir des connexions avec des sensibilités diverses pour parler de sujets comme ça. Et j'avais remarqué ça la dernière fois quand tu avais évoqué certaines. C'était, je crois. C'était pour une émission de DeLorean et il y avait comme ça 2-3 personnes qui étaient là avec toi et vous parliez il y avait le souffleur de coffret qui était là, je crois, et vous parliez un moment de musique. J'ai une petite émission dont j'espère Samir sera un de mes invités bientôt. Je l'espère, tu vois, je croise les doigts. Voilà, l'invitation est lancée et donc là tout le monde le sait. Hein. Je peux pas reculer là sur ce coup. Et donc l'émission s'appelle Ma DeLorean est un blockbuster. Blockbuster au sens de la chaîne de location de vidéos des années 80-90 américaine. Et donc le principe, c'est qu'on voyage avec la DeLorean, on voyage dans le temps et on va dans un blockbuster et ensemble, avec des amis différents, comme tu le dis, on va louer des VHS. Donc la prochaine fois, tu montes dans ma DeLorean. Et mais voilà, c'est ça le plaisir. Comment dire ?
je vois pas l'intérêt à inviter des gens qui sont exactement comme moi. Je vois pas l'intérêt. Je suis déjà là. Tu vois, je suis déjà là et j'ai un petit public. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est agréable de voir des gens qui ont d'autres parcours, d'autres centres d'intérêt. C'est très important, ça. Et de prouver à chaque fois qu'on a un fun et qu'on a un plaisir, mais total, à avoir un moment ensemble. Comme tu disais avec Souffleur de coffret, qui est vraiment un bon. Chute, ça va commencer. Gilles Morgan, Samir, Alex de la fuite en vidéo. Alex de la fuite en vidéo, qui est souvent sur ma chaîne. Et ça tu vois, enfin, comprenez-moi, c'est parce que je trouve que c'est vachement marquant. Parce que si on répond au fameux code de la société, au code YouTube, un mec comme moi et un mec comme Alex de la fuite en vidéo, jamais de la vie, on se serait rencontrés, ni on se serait parlé, ni ou quoi que ce soit. Vu que moi, je suis le YouTuber box, tu vois. Et au final, on est des gens différents. On n'a pas les mêmes centres. Alex et moi, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On a peut-être une esthétique qui est différente l'un de l'autre, tu vois. Politiquement, on doit être aussi très, très éloigné, mais la preuve que des gens différents, quand ils parlent de choses qu'ils aiment, mais ils se rejoignent et surtout ils passent un bon moment. Et autre chose, c'est que tous les gens que j'ai invités, c'est des gens qui sont hyper bons en termes qualitatifs, qui sont hyper... Enfin, c'est un régal de les écouter, quoi. Donc la mayonnaise ne peut que prendre. Il suffit que les gens soient ouverts d'esprit et voilà, quoi, vous embarquez. Et moi, je suis vraiment... Toutes les rencontres que j'ai faites, je trouve que c'est pas de la démagogie de faire ça, de dire ça. C'est que en cela, tu combats les stéréotypes. C'est vraiment ça, combattre les stéréotypes. Tu vois, moi, le YouTuber Box qui parle New Wave avec Alex, mais qui en parle vraiment. Quand on parle le groupe Nine Inch Nails, on en parle vraiment, tu vois. Dépêche Mode, on en parle vraiment. On est à bloc. On est sur nos sujets, on est à bloc. L'énergie qui passe, elle est géniale, quoi. Et je les remercie, s'ils m'écoutent, je les remercie. Mais pour embarquer avec toi des gens comme ça dans ta DeLorean, il y a un moment où il faut aussi aller les chercher. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui est à l'affût de ce qui se passe sur YouTube, c'est-à-dire un grand consommateur? Je suis pas un casteur. C'est-à-dire que je regarde pas en me disant c'est qui mon futur guest. Tu vois, je suis pas un casteur. Moi, c'est le coup de cœur. Tu vois, j'ai des coups de cœur. Le Souffleur de coffret, la fuite en vidéo, et les autres, Flow d'Empty School et tout ça. C'est un coup de cœur. Après, c'est vrai que je me dis, il y a des discussions quand même. On pourrait faire une grande discussion si on pouvait se parler. Et ils ont cru en moi en tout cas. Ils ont accepté et c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Tu vois, avec Alex, moi j'ai encore un autre grand projet avec lui, faire certainement une anthologie d'un acteur qu'on tient fort, auquel on tient fort. Je sais que qu'il est la personne pour en parler, quoi. Tu vois. Alors, juste, je rebondis sur quelque chose dont tu me parlais par rapport au cinéma et la boxe. Mais avant ça, j'ouvre une petite parenthèse. L'affiche qui est à ta droite, je crois, du match Patterson contre Sonny Liston, c'est une originale? C'est une réplique. C'est une réplique de l'original. Ouais. C'est une réplique de l'original. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Curiosité. Ouais. Bon, je reviens sur quand tu as commencé à parler sur ta chaîne donc de films qui se situaient dans le milieu de la boxe. Ouais. Est-ce que tu es du genre à essayer de voir si c'est réaliste? Voilà. Alors c'est un gros sujet et en fait un point névralgique. C'est un vrai questionnement cinématographique. Qui n'est pas à prendre à la légère. Je pense qu'il y a des théoriciens qui pourraient écrire des pavés complets là-dessus, sur le film de boxe. Le film de boxe, déjà, en soi, est un pan entier de l'industrie. Je veux dire, le film, c'est pas minime, quoi. Il y a le film de boxe, c'est un pan entier, quoi. Et pourquoi ?
cette fascination, alors ça pourrait être très long, cette discussion, tu vois, parce que Vas-y, vas-y. aussi, n'oubliez pas aussi que la boxe a aidé à l'éclosion en termes de médias mainstream du cinéma. Oui, pourquoi? Parce que pendant des décennies, les grands combats allaient se voir au cinéma. On allait le voir au cinéma. Voilà. Les combats à la télé, c'est finalement dans l'histoire moderne, sont assez récents. Tu sais, jusqu'au milieu des années 70, les grands combats allaient se voir au cinéma. Et parfois, on les voyait en replay. On ne les voyait pas en direct. On pouvait les voir en direct, ce qu'on appelle le closed circuit, le circuit fermé, qui existe toujours. Le système de circuit fermé existe toujours aussi avec les pay-per-view. Il y a parfois ou des restaurants ou des salles de cinéma qui, en fait, font perdurer ce système de circuit fermé. Mais donc, en fait, le mariage boxe et cinéma, c'est un mariage très industriel dès le départ. Après, il y a la boxe dans les films de cinéma aussi. Parce que, comment dire, le sport lui-même est un sport à la fois si subtil et à la fois si simple et totalement métaphorique. C'est-à-dire que la boxe, pourquoi ça fascine le cinéma? Parce que la boxe, c'est l'inverse du cinéma. La boxe, on va vers des émotions, et des émotions fortes, ce qui peuvent être des émotions métaphysiques, dénuées de tout artifice. C'est-à-dire, les hommes sont à nu, tu vois, ils ont un short seulement. Les hommes sont à nu, on ne peut plus mentir sur un ring, tu ne peux plus mentir. Et puis, là, la domination d'un homme sur un autre ou d'une femme sur une autre, elle est matérialisée, tu vois. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'intermédiaire, tu vois, comme peut l'être un ballon pour un sport collectif, tu vois. Il n'y a pas, les métaphores se matérialisent. C'est pour ça que ça fascine autant, et c'est pour ça que ça fascine autant d'écrivains. Je veux dire, qu'Hemingway écrive sur la boxe et qu'il soit fasciné par la boxe, ça a complètement son sens. Hein, que Norman Mailer soit aussi fasciné par ça. Tu vois, c'était des écrivains. Il y a celui qui a écrit le Dahlia Noir, comment il s'appelle? Oui, oh mince, James Elroy. Elroy. Tu peux lui parler, littérature, il va être à bloc, le mec. Va lui parler de boxe, le mec, il va passer un étage. Garantie. Tu vois, Elroy, parle-lui de Barrera Morales, il dit lui-même, c'est un des trucs c'est le plus gros truc que j'ai vu de ma vie. Un des trucs les plus fous que j'ai vu de ma vie. Elroy. Hein. Enfin bref. Et on pourrait comme ça continuer la liste. Donc, c'est un mariage, c'est une passion amoureuse entre deux choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent pas aux mêmes règles. Parce que le cinéma, c'est l'art de l'artifice. On va vers des émotions vraies, véritables, mais par l'artifice. Le chemin, c'est des chemins inverses. Tu vois, boxe et cinéma, c'est des chemins inverses. C'est pour ça que c'est fascinant. Donc, d'où les cinéastes, en fait, c'est un... Comment dirais-je c'est un défi, c'est un challenge de parler de boxe. Parce que tu dois parler et tu dois rendre réel quelque chose qui l'est sans ta technique de cinéma, et d'où ta technique de cinéma, normalement, la rend irréelle. Voilà. Et en fait, c'est ça, cette logique qui se passe dans ton œil quand tu regardes des combats de boxe et tu dis « Ah, mais c'est pas ça. C'est pas ça. » Tu vois, c'est certains combats de Rocky à l'époque, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Tu vois, et en fait, je pense, moi, que les meilleurs films de boxe sont ceux qui ne tombent pas dans le piège. C'est-à-dire, sont ceux qui admettent qu'ils ne pourront pas arriver au même degré de véracité que le combat lui-même, puisque c'est impossible, ceux qui l'admettent et ceux qui vont travailler autre chose que cela. Et c'est là où tu as un apport, tu vois, ou là où quand on travaille, c'est tout l'apport psychologique, parce que la boxe est un sport totalement émotionnel. C'est comment dire, c'est un volcan d'émotions que tu dois gérer.
tu vois, en boxe, tu vois. Et tous ceux qui prennent ce parti-là, moi, je trouve, sont toujours les plus intelligents, les films les plus intelligents, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, quoi. Et pour finir ma théorie, je prendrais un exemple, un film, The Fighter, de Gary Russell, avec Mark Wahlberg, et Bell, qui a gagné l'Oscar pour son rôle, et c'était mérité. Donc moi, je connais par cœur l'histoire de Mickey Ward. On parle de Mickey Ward. Et Mickey Ward est un boxeur, et j'espère le rencontrer, vraiment, j'espère un jour le rencontrer, c'est un de mes objectifs dans la vie, c'est de rencontrer Mickey Ward. Donc je connais par cœur, Mickey Ward est un boxeur qui est rentré dans la légende de la boxe, c'est vrai. Mais par rapport au film, il ne rentre pas dans la légende de la boxe parce que par rapport à tout ce qu'il traverse dans le film, il aurait pu rester un nom qu'on continue à citer, tout ça. Mais il rentre vraiment dans l'histoire de la boxe avec sa trilogie contre Arturo Gatti. D'ailleurs, tu vois, on parle de trilogie. On utilise les mêmes termes en cinéma et en boxe, tu vois. On parle avec Arturo Gatti. Arturo Gatti, Mickey Ward, je vous le conseille, et d'ailleurs, il y a Mark Wahlberg est fou de ça. Mark Wahlberg, c'est sa religion, tu vois. Moi, je rencontre Mark Wahlberg, tu sais comment je l'accroche. Je lui parle tout de suite d'Arturo Gatti, de Mickey Ward. Je lui parle pas de cinéma. Et je sais que le mec, il va me répondre. Je sais que j'ai une interview avec lui. C'est clair. Sans être payé, il fait la voix du documentaire d'HBO sur la trilogie Arturo Gatti et Mickey Ward. Tellement pour lui, c'est tout. Puis en plus, c'est Boston, Mickey Ward, c'est Boston. Est-ce que tu peux en parler de cette trilogie? Je suis désolé, mais parce qu'il y en a qui vont nous écouter. Je la connais. Vas-y, c'est parce qu'elle est incroyable. Oui, après, tu rigoles. Non, mais bien sûr. Non, je connais. C'est une trilogie qui est incroyable. Parce que Arturo Gatti, lui, avant de faire cette trilogie, est lui déjà un boxeur légendaire. C'est le Rocky dans la réalité. C'est l'homme, il est d'origine italienne, mais il a grandi à Montréal. Il parlait français, Arturo Gatti. Il a grandi à Montréal, ensuite il est allé aux États-Unis. Et Arturo Gatti, c'est ce boxeur, poids plume, super plume léger, tu sais, très bon techniquement, mais pas un génie technique. Hein. On n'est pas sur un Oscar de la... Sauf que c'était un cœur. Mais c'était un cœur énorme. C'est-à-dire que Arturo Gatti se relevait de situations inextricables. Voilà. Et c'était le comeback kid par excellence. Et donc, il donnait des émotions absolument folles. Il y a énormément de combats où il revient littéralement de l'enfer. Creed, passage où Adonis a un œil fermé et c'est son soigneur qui tape dans le cou parce qu'il y a le docteur qui dit « J'ai combien de doigts là ? J'ai combien de doigts ?» Et Adonis est aveugle d'un œil et c'est son soigneur qui tape 3 fois pour qu'il réponde 3. Vous vous souvenez de cette anecdote? C'est une anecdote d'Arturo Gatti. Ça. C'est des choses qu'il a vécues. Donc, il y a plein de retournements de situation. Et donc, il était dans un moment, Arturo Gatti, où il revenait fort et il avait besoin d'un boxeur solide pour prouver qu'il pouvait retaper encore le niveau, il pouvait être encore de nouveau le prétendant pour le titre et tout ça. Donc, on arrive sur Mickey Ward qui avait fait le combat de l'année précédente. Et c'est un combat où c'est 2 gentlemen. Hein. C'est 2 gentlemen et c'est 2 qui donnent tout sur le ring. Et en fait, ce qu'on présupposait est arrivé. C'est-à-dire qu'on a eu le combat du siècle. C'est qu'on a eu le combat de l'humanité. Je te parle du premier combat. Hein. C'est-à-dire un combat où les enfers arrivent. Parce que les deux même n'auraient jamais rien lâché. Il y a un 9e round qui est absolument incroyable. Arturo Gatti avait ce visage très cinégénique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samir, mais il avait un visage très cinégénique. Donc, quand il souffrait, tu souffres avec lui. C'est très cinégénique à regarder. Et c'est un must. C'est un must et c'est surtout un must de courage et de la volonté. C'est la volonté de 2 hommes matérialisée. Donc, tu ne peux pas faire plus fort que ça. Donc, on est sur un must. Comme on est sur un must, l'industrie de la boxe fait, bon, on va faire un deuxième combat. Et ils y vont pour un deuxième combat. Qui est encore une fois hallucinant. Et dès le deuxième combat, ils commencent à devenir amis. Ils commencent à comprendre que, en fait, l'un l'autre, c'est la même chose, quoi. Et donc, une extrêmement belle histoire d'amitié est en train de se éclore, tu vois. Parce que Mickey Ward, vous avez le film pour savoir d'où il vient et où il en est dans sa vie à ce moment-là. Et
Et arrivera un troisième combat qui, pour moi, est mon préféré. Pourquoi? Parce que Arturo Gatti, en gagnant le deuxième combat, il avait perdu le premier, il gagne le deuxième, prouve qu'il peut prétendre au titre et il peut aller vers le titre. Voilà. Et à ce moment-là, c'était des gros noms qui étaient là. Déjà, il y avait Mayweather et tout ça. Donc, il peut aller avoir un gros combat avec beaucoup d'argent et tout. Et là, il sait que Mickey Ward, lui, voudrait faire un dernier combat pour arrêter sa carrière. Tu vois. Et Arturo Gatti sait que si ils font encore un combat ensemble, Mickey Ward aura sa meilleure bourse, parce qu'il y a un culte qui s'est formé surtout aux États-Unis par rapport à leur match. Déjà, au deuxième combat, il y a un culte fou qui se passe à Atlantic City, tu vois, et les gens sont fous. Moi, j'ai connu à Montréal, j'ai eu des amis qui prenaient les bus de Montréal pour descendre voir les combats d'Arturo Gatti. Il y avait un culte sur ce mec et sur ces deux mecs. Et donc, il y a le troisième combat qui arrive, qui est encore fou. Qui est fou, je vous le conseille, parce que c'est le meilleur film de boxe que vous pourrez voir si vous aimez que la boxe au cinéma. Regardez ce combat, c'est plus fou que tout. Ils y vont. Et quatrième round, Arturo qui survole se casse la main sur une tentative du percute au corps. Il se casse la main. Voilà. Il rentre dans son coin. Et là même les écrivains et les réalisateurs, ils n'oseraient pas faire ça. Et là, tu as Arturo Gatti qui dit à son entraîneur, qui dit I broke my hand, j'ai cassé ma main. Et là, tu as son entraîneur qui connaît le mec qui fait alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Arturo? Qu'est-ce que je fais? C'est genre, je jette l'éponge pour toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, tu as Arturo, et c'est tout Arturo, c'est I'll keep going, je continue. Et ça résume. Et il continue, donc. Le truc, c'est que Mickey Ward, il veut gagner ce combat. Le truc prend. Et donc là, vous êtes sur un truc, mais complètement dantesque, avec un grand D, matérialisé encore. Et ça va encore plus haut, ça va encore plus haut. Et à la fin, la dernière minute de ce combat, il donne tout. C'est incroyable. Et la cloche sonne et se tombe dans les bras. Et il reste dans les bras 1 minute. Et personne, tout le monde se met là pour je vais en pleurer, Samir. Pour les écarter. Et c'est le moment, sport ou pas sport, le moment de la plus belle image d'amitié que tu peux voir. Ces deux hommes, tu vois, c'est plus que Mayol et le Grand Bleu, tu vois. Ces deux hommes qui se sont dit, on s'aime, on est des potes, mais on va aller tutoyer la mort à deux. On est d'accord avec ça. Et on va y aller. Et ça va être notre plus grande aventure. Et ils finissent l'aventure comme ça. Et c'est magistral. Et tu pleures. T'es un homme, t'es une femme, tu connais la boxe, tu connais pas la boxe, ça t'intéresse pas. Tu vois ça, tu pleures d'émotion. Parce que c'est juste normal. Et donc, pour en revenir à The Fighter, que nous dit The Fighter? Le film s'arrête quand la trilogie Mickey Ward, Arturo Gatti commence. Comme pour nous dire, de ça, on ne peut pas en répondre. On peut pas, avec nos techniques de cinéma, on peut pas vous en parler en tant que cinéma, parce que c'est trop haut et que on peut pas le faire. On peut pas le faire. On pourra jamais rendre grâce à ce moment-là par les techniques du cinéma. C'est impossible. C'est un point névralgique de réflexion cinématographique. Voilà. Excuse-moi, dis-moi. Parler. Non, c'est passionnant. Tu n'imagines pas à quel point. Et ça me permet de rebondir. Dis-moi. Est-ce que tu vas regarder le combat ce soir? Oui. Et ben voilà. On va parler de ça. Tiens. Les matchs de boxe qui étaient filmés restons dans les années 80. Ouais. Et maintenant. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de la mise en scène? Je me revois souvent certains matchs des années 80, mais aussi des matchs des années 60-70, parce que bon, je les ai pas vécus, j'ai pas été contemporain de ça, mais c'est par exemple, tu vois, Floyd Patterson, Sonny Liston, bon, je vois, mais bon, la mise en scène n'est pas forcément extraordinaire, vu que je pense pas qu'elle a été pensée comme telle. Mais dans les années 80, c'est différent. Et ensuite, c'est différent maintenant. Maintenant, j'en vois très peu, malheureusement, de boxe. Je t'en avais dit une fois. Le cinéma a pris vraiment le dessus sur beaucoup de choses. Mais ça m'intéresserait de savoir, toi, ce que tu penses de la mise en scène, comment la télévision, voilà, comment ils filment ça
dans les années 80 et aujourd'hui. C'est très juste ce que tu dis, parce que maintenant, il faut faire le chemin inverse. Tu as raison. Toute la mise en scène qui s'est intégrée, qui s'est diffusée dans le monde de la boxe. Tu as raison, parce que c'est un sport proprement visuel. Comme on vous l'a dit, ça se construit, ça grandit avec le cinéma, ça s'enrichit avec la télévision. Tu as raison. Et effectivement, tu as raison de dire que il fallait avoir un œil de metteur en scène pour comprendre ce qu'il y avait de mythique et de mythologique dans le sport pour le magnifier. Par exemple, je suis d'accord avec toi. Ce qui manque aux retransmissions, ou plutôt à ce qu'on a gardé des combats des années 50 et des années 60, c'est le peu de mise en scène qu'il y a, ça, tu vois. On n'a pas les entrées sur le ring. Les captations son sont pas très bonnes. À partir des années 70, les captations son vont être bien meilleures. D'ailleurs, le Frazier Ali, premier du nom, la captation son est excellente. Excellente. Vous avez l'impression d'être sur le ring avec eux. Et effectivement, et je pense que les réalisateurs, notamment de télé, ont compris ça. Et surtout que la boxe leur permettait de faire un peu des films. Tu vois ? Pourquoi les années 80 sont si magnificentes, avec un charme qu'on n'arrive pas à retrouver? C'est que là, on travaille beaucoup l'aspect théâtral, l'entrée sur le ring. Et quelque part, c'est très simple, mais pourquoi personne n'arrive à nous électriser aujourd'hui autant que Tyson l'a fait? C'est bizarre. Tu dis, il y a encore plus d'effets, il y a encore tout ça, mais aujourd'hui, on marque trop les effets, tu sais, du décorum, de la musique, le chanteur hip-hop qui est à côté, tout ça et tout. Il y a un surplus, presque ça dégueule d'effets, alors que dans les années 80, mets-moi une entrée sur le ring de Sugar Ray, Leonard, de Tyson ou de Hagler, je suis en transe hypnotique, direct, tu vois. Et aujourd'hui, je trouve que c'est d'une vulgarité parce que on ne sait plus peser les choses. Donc en fait, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que les années 80 et 90, enfin, les 20 ans, 80-90, c'est l'équilibre parfait entre belle mise en scène, réelle, pas putassière, et impactante de fou. Par exemple, là, ça va parler à des gens qui ont vécu le 19 août 1995. Est-ce que tu te souviens, peut-être que tu étais aussi devant la télé, dans cette nuit du 19 août 1995, parce que c'est le retour de Tyson sur le ring, après avoir été enfermé en prison, et il retourne sur le ring contre Peter McNeely, et tous ceux qui l'ont vécu ne se souviennent que d'une émotion. Ils ont les poils qui se dressent quand Tyson marche vers le ring. Et tout le monde s'en souvient. Quand je parle à des mecs qui l'ont vécu aussi, tout le monde s'en souvient. Voilà. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, en fait, c'était le moment parfait, la mise en scène parfaite, et que voilà quoi. Et aujourd'hui, je pense que moi, j'ai l'habitude de dire que si je rate l'entrée sur le ring, j'ai raté une grosse partie du combat, tu vois. Je suis vraiment arrivé en retard, tu vois. Mais en fait, en ce moment, je me dis plus vraiment, tu vois, parce que ça devient un show outrancier. Tu sais, t'as des montées sur le ring, maintenant, c'est genre, c'est 10 minutes, là, avec leurs costumes et tout ça. C'est un peu... on n'est pas dans un truc real, tu vois, comme par le passé. Mais parce que ils essayent de faire monter la sauce, de donner de l'émotion par les artifices, notamment de mise en scène, mais à outrance, tu vois. Où avant, c'était vraiment, il y avait un équilibre parfait. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un effet Rocky qui a eu des répercussions? J'entends par là, non pas le... Effectivement. Oui, voilà. Stallone, il y a pour beaucoup. Stallone, c'est vrai que il y a beaucoup d'entrées sur le ring où l'athlète, on le voit en silhouette, il y a une très belle lumière blanchâtre derrière qui coupe la silhouette. Bon, tu te dis, ouais, Sylvester, il a imposé certaines idées au monde de la boxe, c'est vrai.
Même si on parlait de boxe, on était toujours dans mettre en scène tout cela. Et pour la deuxième partie de notre émission, on va parler de quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, et c'est pour toi c'est important d'en parler. Et je voulais d'abord dans un premier temps savoir pourquoi. C'est la culture ciné. C'est en gros, oui, c'est en gros comment on vit ça, comment on vit comment on vit le cinéma, comment vivre le cinéma, comment on l'a vécu. Comment on le vit aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est moins bien? J'en sais rien. Mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Pourquoi déjà cette question, j'ai l'impression que c'est... Est-ce qu'elle est là en toi depuis un certain temps ou c'est depuis peu de temps? Est-ce qu'elle est là surtout depuis que tu t'es lancé sur une chaîne YouTube? Ouais, mais je te dirais que en pensant parler avec toi, je me suis dit, ça, c'est une question qui nous passionnerait tous les deux. Parce que c'est aussi c'est un point important de ta réflexion à toi. Parce que même si tu es souvent l'intervieweur de tes invités, de tes nombreux invités, sur ta chaîne Microciné, quelque part, il y a beaucoup de toi qui transparaît. Et je pense que la formation d'une culture artistique, plus que cinéma, on va dire, la formation d'une culture, ça, c'est un truc qui te passionne. Tu me donnes l'impression de ça, en tout cas. Et je crois pas me tromper, d'ailleurs. Non, effectivement. Et donc, en fait, moi, j'ai eu la chance, et ça m'a passionné, et j'ai eu la chance justement de changer de continent, d'aller au Canada et aux États-Unis, en ayant la vingtaine. C'est-à-dire que, comme je te dis, j'étais une éponge de pop culture en France, mais j'étais en France. Donc, j'étais en France, et c'est pas le problème d'être en France ou dans un autre pays. Simplement, j'étais dans un pays particulier, il s'avère que c'était la France. Ça aurait pu être un autre, c'est pas le problème. Mais, et donc, même si j'avais une grosse, mais vraiment par rapport à la moyenne, j'avais une grosse tendance à déjà essayer de fouiller les trucs américains, tu sais. Je rêvais Amérique, j'en conviens, tu sais. Et donc, j'essayais d'essayer de comprendre l'industrie américaine par le peu que j'en percevais, tu sais. Et donc, de voir qu'il y avait des noms et j'avais conscience quand même qu'il y avait des noms américains qui étaient gros, mais qui en France, on ne connaissait pas. Mais ça n'allait pas plus loin que cela. Même si... voilà. Et donc, j'étais proprement français, complètement imprégné par ma culture, tu vois. Mais là, on utilise des grands mots, imprégné par la culture, etc. Mais c'est tout simple. Hein. Comment ça se passe? Tu vas à la cour de récréation de ton école et tout le monde commence à délirer sur les inconnus. C'est ça une création de culture. Tu vois? C'est-à-dire que quand les inconnus, après l'émission des inconnus, Samir, tu es un tout petit peu plus âgé que moi, mais peut-être tu l'as connu, toi, moi j'étais à l'école, toi tu étais au lycée. Collège. Au collège, on ne faisait que rire pendant la semaine entière après l'émission des blagues des inconnus. Alors, arrête-moi. Eh ben, pas moi, parce que moi, je suis les nuls. Moi, je suis l'école des nuls. Ou les nuls, mais ça peut être les nuls. Voilà. Ça peut être les nuls. Le lundi matin. Exactement. Moi, j'ai un pote un jour, il s'appelle Paul-Éric Rouvière. D'ailleurs, il est musicien maintenant. Il s'est ramené un jour avec le Perfecto, les nuls. Ah, je peux te dire que j'ai jamais rien volé dans ma vie, mais j'avais envie de le voler. J'avais envie de le voler, ce truc. Ah, il était le roi de la journée. Ouais. Et donc, mais je comprends parfaitement. J'ai dit les inconnus, mais les inconnus, évidemment, voilà. Tu vois, par exemple, tu vois, Samir, je vais dire la mouche qui pète, t'as capté. Voilà, exactement. Voilà, tu fais mon point. Ouais, envoyer des sioux. Oh non, c'est pas bon ce que tu dis. Et ben voilà. Faire. Oh mon Dieu. Et ben voilà. Mais non, il y a quelque chose de profond dans ce qu'on vient de faire. Parce que, regarde, ça, c'est la démonstration qu'on a une culture commune. Bah oui, bien sûr. On a une culture commune, tu vois. Et donc, tu vois, on pourrait se rencontrer, on a l'âge qu'on a, on se rencontre, on se rencontre à un bar, on prend un apéro ensemble, je tape la mouche, sans rien dire, la mouche qui pète, tu me réponds, et ainsi de suite. Parce que on ne fait que jouer avec notre culture commune. Et donc, la chance que j'ai, parce que ça a été un plaisir, parce que je l'ai pris comme un plaisir. La chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivé à la vingtaine
et à certains moments de ma vie dans le monde anglophone, à me faire des amitiés avec des gens qui n'ont absolument pas la culture française, tu vois, qui s'en foutent d'ailleurs, tu vois. Donc, tu vois, The Fly Who Fart, je peux le lancer ça et tout le monde fait quoi? Il y a pas, tu vois, les références sont totalement différentes et sont vraiment différentes. Et donc, c'était à moi de m'adapter. Mais en fait, ça a été un plaisir pour moi. Pourquoi? Parce que c'était déjà des choses dont j'avais entendu parler, dont j'avais vu peut-être un film ou deux. Tu sais, on parle beaucoup de comédiens et d'acteurs et de comiques, parce que c'est ça qui font les gens. C'est la rigolade, c'est ça qui fait que tes potes avec les gens que tu rencontres. Et donc, me voilà, et je m'en souviens très bien, tu vois, j'ai une anecdote, tu vois, où je suis dans une soirée, donc on a 25 ans, tu vois, je suis dans une soirée, et les gens commencent à rigoler avec leurs références. Et là, je suis là, à 80% du temps, je suis perdu. Mais je suis perdu, tu vois. Je suis perdu. Ils commencent à sortir des répliques, et à la 20% du temps, je fais « Ah, peut-être que ça… » Alors, en plus, je faisais dans ma tête, j'étais tout le temps en train de traduire, hein, tu vois, parce que donc j'étais perdu. Ah, peut-être que ça c'est par rapport à ce film-là, tu vois, et tout. Et notamment, il y a deux copains qui commencent à s'enchaîner la tirade, qui est une tirade mythique pour eux, de Chevy Chase dans Christmas Vacation. Christmas Vacation, qui est 89, et ils adorent tous ce film. Il y a Chevy Chase dont j'ai un culte maintenant pour lui, qui est pas assez connu en France. Exactement. Qui pète, et j'ai fait beaucoup d'émissions sur lui parce que je l'adore, et qui fait une tirade d'insultes. Mais tu sais, des insultes marrantes, tu vois. Il fait une tirade, ça dure 1 minute, il est hyper vénère, il fait une tirade d'insultes à mourir de rire. Donc il commence à faire ça. Alors là, tu vois. Et donc tu comprends l'écart dans lequel je me retrouve, et que je dois finir par combler, quoi. Il y a un écart que je dois combler au plus vite. Et donc, ça a été un plaisir, parce que ça a été Blockbuster tous les soirs. Ça existait encore, Blockbuster, à ce moment-là, et location de tout ce que j'avais raté. Et c'est comme si je revivais, à travers les films, une enfance que j'avais pas eue. J'avais une enfance française, tu sais, et refaire une enfance proprement américaine, et pour combler l'écart, et pour être dans le délire simplement avec les amis. Ça vient de là, ce truc-là. Et donc, ça a été encore une confirmation de ces années 80 qui sont incroyables, parce que j'avais les années 80, mais vu du côté français, tu vois. Mais essayer de revivre les années 80 proprement américaines, avec d'autres référentiels. Tu voyais que c'est comme si tu avais déjà tes standards, et que tu ajoutais encore plus à tes standards, tu vois. J'ai trouvé ça merveilleux. Moi, ça m'a enchanté, surtout en plus, pour la plupart du temps, pour voir des comédies, tu vois. Et donc, je me suis refait une culture comme ça, et donc je suis devenu pas expert, parce que je serai jamais aussi expert que les amis, tu vois, mais je suis devenu bon pour au moins déconner complètement avec eux. Donc je me disais, au moins, c'est mon trophée, je suis bon. Et les peu de fois où je suis revenu en France, ou tout ça, de nouveau, j'étais le mec à l'écart. Parce que tout ça, Chevy Chase, c'était toujours pas passé, tu vois, en France. Steve Martin et tout ça, John Candy, entre autres, et surtout le Saturday Night Live. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup rattrapé du Saturday Night Live, et ils ont des époques mythiques. On pense qu'il y a les années 80, mais les années 90, avec la bande Assembler aussi, ça a fait rire toute notre génération. Enfin, moi, donc j'ai 40, ça fait rire toute cette génération de quarantenaires. Ça a formé leur humour. Et tout le référentiel, c'est beaucoup d'Adam Sandler, mais période SNL, et surtout Chris Farley. Chris Farley, qui n'est pas connu en France, il est mort trop tôt, ce mec. Il est mort trop tôt. Mais il y a Adam Sandler, pardon de t'avoir interrompu, parce que je l'ai vécu, ça. Adam Sandler était connu en France, mais n'était pas du tout apprécié.
Oui, oui. Ouais, il l'est toujours pas parce que c'est vrai que c'est très Moins particulier. qu'avant. Avant, il était. Les films Ouais. qu'on J'en ai voyait fait une nous en vidéo France. aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, les films qu'on voyait nous en France, c'était pipi caca. Enfin, c'est comme ça que les gens le voyaient. Et je sais pas, est-ce que il a fallu Paul Thomas Anderson dans le film Punch Drunk Love ou peut-être le Judd Apatow ou il joue dans le Judd Apatow, très beau film d'ailleurs. Funny Et People. exactement. Je sais pas, il faudrait se poser la question. Mais il y a comme ça effectivement des artistes, tu l'as très bien dit. Le Saturday Night Live, moi je me souviens très bien. C'est par le biais des nuls que j'ai appris qu'il y avait ça. Et puis bon, malheureusement, on n'avait pas encore la Ouais, possibilité on de savait. voir. On savait. On savait. Mais On savait. on pouvait pas le vivre comme eux le Voilà. vivaient. Parce que Mais eux, en même temps, le lundi matin, même, ils ont vécu comme nous. Ils ont vécu comme nous. À la récré, ça ne se branchait que là-dessus. Ouais. Après, c'est juste une question de curiosité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu es toujours spectateur, mais tu finis par peut-être avoir la deuxième étoile. Alors, tu te dis, bon, quand même, les Blues Brothers, d'accord, donc ça s'est tiré d'un sketch de ce Saturday. C'est quoi finalement ce Saturday? Et tu essayes de vouloir en savoir plus, c'est pas évident. Et quand tu as la possibilité de pouvoir y accéder, bah effectivement, donc tu découvres Belushi, Aykroyd, tu découvres aussi un tel, et puis tu remontes et tu découvres aussi Eddie Murphy, les deux spectacles d'Eddie Murphy qui sont juste des chefs-d'œuvre purs. Et voilà, et puis Richard Pryor avant. Enfin, mais il faut être curieux. Il faut y aller, quoi. À un moment, il faut sortir un peu de son truc et essayer de voir et s'apercevoir que. Mais c'est vrai que cette culture ciné. Alors aujourd'hui, je crois que c'est différent peut-être. Maintenant, comme on a la possibilité, ça s'est démocratisé, il y a une forme d'accessibilité. Je pense qu'aujourd'hui, on est moins. Aujourd'hui, je pense que on parle d'une culture pré-internet. Maintenant, voilà. Après, moi, je sais que grâce à Internet, je m'éclate énormément parce que je peux voir beaucoup de choses finalement. Je peux tout voir et accéder donc à toutes les cultures. Est-ce que plus on a une accessibilité étonnante, est-ce que moins on est curieux selon toi? Parlons du cinéma. Parlons même de Est-ce que je peux faire une petite, juste une anecdote pour finir mon point sur, vas-y, je t'en prie, sur ça, et après je réponds à ta question parce que, encore une fois, question chargée. Hein. Il va falloir y aller pleinement. Dernière anecdote pour rigoler. Parlons de Chris Farley. Chris Farley, il a fait un film qui est culte, hein, qui s'appelle Tommy Boy. Les gens rigolent encore de ça. Hein. C'est pas du tout connu en France. Et surtout, il avait des sketchs cultes, et notamment le sketch du, comment on appelle ça, du motivational speaker, du mec qui vient te motiver. Mais en fait, il a interprété un mec qui était un perdu et un loser complet, qui arrivait dans des familles pour motiver les ados un peu récalcitrants. Et en fait, plus il parlait, plus tu t'apercevais que sa vie était pourrie, tu vois, sa vie était pathétique. Et donc, il a la fameuse réplique, tu sais, don't be with me and don't live in a van done by the river. Tu finissais pas par vivre dans un van à côté de la rivière, tu sais. Donc, cet été, tu vois, voilà. Et c'est une réplique culte. Et je déménage cet été, tu vois. Et dans notre ID, on doit, dans le carte de, comment on appelle, le permis de conduire, on doit changer notre adresse. Donc, je vais au bureau pour changer l'adresse sur mon permis de conduire, tu sais. Et je vis dans une maison où en face, il y a une rivière, tu sais. Donc, la préposée, elle tape et elle me fait Churchill, c'est down by the river. Et là, je lui fais, but I don't live in a van. Et là, on a rigolé, tu vois. Et tu vois, ça, c'est de la culture. Tu vois, ça, c'est de la culture bête et méchante, mais quotidienne. Tu vois, voilà. Bref, petite anecdote de rien du tout. Pour répondre à ta question, moi, je suis assez partisan de dire, s'il y a un effort qui est fait, plus il y a un effort de fait, plus tu vas être pertinent dans ta culture. C'est-à-dire que si c'est trop facile, ton point de vue et même comment tu vas manier ta culture sera un peu facile. Tu vois. Mais si tu as dû un peu en chier pour aller gratter, pour récupérer un film introuvable, pour devoir lire des trucs en anglais alors que ça te fait, alors que t'es pas anglophone, simplement pour être au plus juste vis-à-vis d'un acteur qui est pas connu en France, ou
d'un sportif, ou, tu vois. Je pense que la démarche démontre beaucoup. La démarche démontre beaucoup, tu vois. Et moi, ce que j'appelle un fan hardcore. Un fan hardcore, c'est ça. Il y a une démarche et un effort supplémentaire que le mec qui se dit fan parce que ça lui arrive tout cuit, il n'y a pas d'effort à faire. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, écoute, tu vas savoir ce que j'en pense en fait. Est-ce que tu es exigeant au possible lorsque tu as un dialogue, une conversation autour d'une œuvre d'art, on va dire le cinéma, voire un match de boxe? Est-ce que l'exigence pour toi est très importante? Ça veut dire que si tu te retrouves vas-y, bon, je crois que tu as compris ce que je veux dire, donc vas-y, je te laisse. Non, vas-y, excuse-moi. En fait, c'est très simple, c'est que si tu te retrouves à parler d'un film ou d'une filmographie ou d'un match de boxe ou d'une manière qu'avait Mohamed Ali, enfin bref, ou de la musique aussi, si tu vois très vite qu'en face de toi, ton interlocuteur ou ton interlocutrice, finalement, n'en sait pas grand-chose, est-ce que c'est quelque chose qui te gêne? Alors que cette personne est censée aussi, elle travaille dans ce milieu-là, est-ce que c'est quelque chose qui te gêne? Bon, après, j'arriverai à me tempérer, à me dire, bon, chacun fait comme il veut, tu vois, mais je serais déçu, tu vois. Comment dire? Je serais déçu que quelqu'un vienne vers moi ou vers quelqu'un d'autre pour parler pleinement de quelque chose qui normalement l'anime et te rendre compte que waouh, c'est creux, quoi. C'est creux. Ça, ouais, je serais déçu, mais est-ce que je sais. Ouais, je suis je suis prisonnier de mon exigence, peut-être. Et comment tu le sens, toi, au sein même de la communauté YouTube, quand tu parles avec des gens sur la boxe ou sur le cinéma ou sur la musique? Est-ce qu'il y a un moment, quand même, tu finis peut-être par te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comparé, par exemple, au YouTube américain, on me dit souvent qu'ils sont beaucoup plus professionnels au YouTube américain, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ouvert. Enfin, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends souvent. Alors, moi, ce que j'aime dans le YouTube, alors il y a du formatage aussi dans le YouTube américain, et d'ailleurs, bon, je veux pas être langue de vipère, mais il y a des formatages américains que tu retrouves chez les Français. Hein, ils sont allés à la bonne école, t'as envie de te dire, tu vois. Moi, je pense que, tu sais, il y a des maîtres étalons que tu retrouves. Par exemple, Chris Stockman, ça me paraît évident qu'il a été le maître étalon de beaucoup qui ont refait du Chris Stockman. C'est pas mal, hein, Chris Stockman, c'est pas mal. Hein, rien à dire. Puis il vaut mieux faire ça qu'autre chose, je suis d'accord. Mais moi, ce que j'aime chez certains Américains, c'est les rant, R-A-N-T. C'est, c'est je sors tout. C'est-à-dire un peu comme un prédicateur, tu vois, un peu comme les prédicateurs à l'église qui te sortent une rant. Moi, j'adore ça parce que c'est un exercice de style que j'aime bien faire, d'ailleurs, que j'aime beaucoup faire. C'est un exercice de style sans filer, surtout si tu le fais en live, et en plus, surtout si tu ouvres ton antenne, ce que parfois je fais. Éditorialiste. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu, ouais, c'est ça. Mais j'ai entendu ça ce matin, alors je vais réagir, etc. C'est un peu ça. Voilà, il y a un peu ça, mais ou alors tu as une réflexion et que tu veux l'amener au bout. Et donc, tu as toute la réflexion qui est en live, hein, qui a zéro coupure, zéro montage, tout ça. Ouais. Ça, il y a beaucoup d'Américains qui font, enfin beaucoup. Il y a certains Américains qui font ça dans différents domaines, j'apprécie. J'apprécie parce que je trouve qu'ils sont honnêtes dans l'exercice du style. Tu vois, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse, mais il n'y a pas de faux semblant et il n'y a pas de protection, tu sais. Il n'y a pas de filet de protection, genre le montage va me permettre de couper une connerie que j'ai dite ou de me paraître mieux que je suis. Non, c'est cru. Wow. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à la communauté YouTube d'aujourd'hui, dans le cinéma, en l'occurrence? Comment tu te sens? Moi, parce que, à force de te poser des questions, il faut quand même que je parle aussi. Ce serait aussi
par respect par rapport à toi. Moi, YouTube, à la base, c'était une poubelle. Voilà, il n'y a pas besoin de tergiverser. Quand Julien, avec qui mon pote de la fac, on avait créé ces fanzines Querelle, Julien, Thomas et d'autres, quand il revient vers nous 20 ans après, il dit créons une chaîne YouTube parce que nous n'avons pas eu la possibilité, nous n'avons pas eu les possibilités qu'Internet qu'offre aujourd'hui. Alors essayons de faire quelque chose. Et je lui dis, moi ça m'intéresse pas YouTube, c'est de la merde, c'est des poubelles, il n'y a rien. Tu sais, généralement quand tu crées, en fait je connaissais pas grand chose finalement de YouTube. Et donc, on a fait Querelle, et puis ensuite, 2 mois après, j'ai créé ma propre chaîne. Mais le premier mois, quand j'étais chez Querelle, le premier mois, ça a été 24 heures sur 24 à regarder ce qu'il y a sur YouTube. Donc, à chercher. Prendre des notes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'émission Fait Croquer a existé. L'idée, c'était vraiment, et sincèrement, sans ironie aucune, d'aller vraiment voir comment celles et ceux qui se trouvent sur YouTube questionnent le cinéma. Ça partait de ce principe-là. Et donc, effectivement, après, je me retrouve à une autre culture. Bon, quelques-uns ont mon âge, et la plupart ne l'ont pas, mais je me retrouve quand même à une autre culture, une autre manière de voir, une autre manière d'en parler, une autre manière de monter ou de démonter. Donc, je découvre des choses. Très souvent, je m'aperçois que beaucoup ne connaissent pas l'histoire du cinéma. Et je t'avouerai que je fais beaucoup d'efforts sur moi, c'est-à-dire j'essaie beaucoup d'être, de lâcher un peu mais je me dis que ça, non, ça c'est une base qu'il faut connaître. Et je te l'avais dit, je ne sais pas si c'est hors caméra où j'avais dit je me permettrais pas de commenter un match de tennis il faut au moins que je connaisse un peu quand même d'où ça vient tout ça. Je dois savoir d'où ils viennent, je dois connaître la base, je dois connaître l'histoire, je dois connaître tout ça, au moins un peu, mais je dois savoir d'où c'est parti tout ça. Je m'aperçois que beaucoup ne connaissent pas l'histoire du cinéma. Beaucoup parlent de cinéma en disant des choses qui sont parfois extrêmement erronées, mais terriblement fausses. C'est terrible, ça c'est une base, tu vois, qui est... Et surtout, beaucoup n'ont pas une pensée. C'est-à-dire un point de vue. Ouais. Ils n'ont pas une pensée, ils ont juste un point de vue. Et moi, c'est la pensée qui m'intéresse. Un point de vue, c'est autre chose. Même pas un point de vue. Même pas un point de vue. Alors, toi, t'es encore plus exigeant que moi. Moi, je trouve que les points de vue, c'est horrible. On s'en fout des points de vue. Juste essayer de comprendre un peu la face cachée. En fait, j'ai l'impression que beaucoup ne s'intéressent pas à la face cachée de l'iceberg du cinéma, qui est plus intéressant. Et puis d'autres, où ils sont extrêmement brillantissimes pour le coup, où ils ont une manière de questionner le cinéma. La plupart sont parfois très jeunes, et je me dis c'est incroyable, ils ont une culture assez incroyable, parce qu'en plus de cela, eux, ils sont arrivés en 2015-2020, donc il faut qu'ils rattrapent toute l'histoire du cinéma. Ils n'y arriveront jamais, comme moi je n'y arriverai jamais, on n'y arrivera jamais. Des grosses cultures, quand c'est des grosses cultures, cinéma, boxe, oui, mais des cultures énormes, tu finiras. Mais ce que tu peux te dire, c'est que tu découvriras jusqu'à ta mort. Voilà. Mais surtout, tu seras curieux. Et en fait, c'est ça que je me suis aperçu aussi formidablement bien que il y a une uniformisation, non pas de la pensée, mais du point de vue, et donc une uniformisation de ce que l'on va donner aux spectateurs et spectatrices. Et je me dis, et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Je me dis, et ça c'est aussi pour la presse écrite, il n'y a pas forcément que pour les youtubeurs. Je me dis, il y a 15 à 20 films par semaine qui sortent, et on n'en retient que 1 ou 2. Et c'est dommage, c'est extrêmement dommage, parce que aujourd'hui, et surtout après cela, on dit, il n'y a pas de cinéma français, les films sont plus comme avant. Ben oui, mais si vous regardez pas, si vous restez sur 2 films par semaine, c'est normal que vous ayez loupé plein de choses. Et c'est ça, moi, qui me gêne énormément, c'est c'est l'exigence matinée de curiosité. Tu vois, j'aime bien utiliser cette anecdote. Les Chroniques du cinéphile, Valentin a vu une fois un film de Eugene Green, qui est un cinéaste américain, mais qui a été naturalisé français, qui vit en France depuis, je crois, depuis les années 70. Il fait des films extrêmement particuliers, où il parle de l'opéra, c'est des films où ça parle d'opéra, de théâtre. Donc les acteurs sont très théâtraux, pardon. Voilà, ça parle beaucoup de littérature et tout, donc c'est pas des films mainstream, quoi, comme on dit. Le mec, il est allé voir le film, il revient, il est complètement laminé, il n'aime pas,
mais il fait une vidéo où il dit qu'il est complètement laminé. Tu le vois, il souffre, le pauvre. Mais il a fait l'effort. Il a fait l'effort, putain de merde. Et je trouve que, tu vois, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu vois, ça pourrait donner des choses intéressantes, des avis, pas que des avis. Et puis ça va se créer un moment, une pensée, te dire, tiens, je vais peut-être revoir le film que j'ai vu il y a 4 mois parce que ça me rappelle un truc, tu vois. Et c'est comme ça que ça se crée, les choses. Moi, par exemple, pour moi, la quintessence même il y a quelque chose de l'incompréhension totale, mais je comprends aussi, je peux comprendre l'effet de groupe, c'est l'ambiance, c'est de parler d'une bande-annonce. Alors là, pour moi, ça, c'est quelque chose, je n'arrive pas à le comprendre. Je comprends rien. Et quand on me le demande, qu'est-ce que tu as pensé de la bande-annonce? Je dis, mais je sais pas, je m'en fous de la bande-annonce. Moi, c'est le film qui m'intéresse. La bande-annonce n'épousera jamais le rythme du film. Jamais. Mais et tu vois, c'est des choses comme ça qui me décontenancent. Et je pense que ça fait partie aussi de la culture ciné. Tout ça, ça fait partie de la culture ciné. Comment voir un film? Que ça soit dans une salle de cinéma, à la télé, peu importe. Parce que normalement, quand tu es en phase de cinéma, il n'y a pas de cadre. Le cinéma est tellement grandiose qu'il n'y a pas de cadre. Comment voir un film? Comment en parler du film? Comment le revoir? Comment prendre le temps aussi d'aller voir autre chose, donc de se faire violence et de voir qu'on est passé à côté de plein de choses extraordinaires. Et se dire aussi que le cinéma, c'est un monde dans lequel il y a la France, il y a le Zimbabwe, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, et puis il y a des choses. Et nous vivons dans un pays, je ne sais pas comment ça se passe au Canada et aux États-Unis, mais en France, c'est l'un des rares pays où on a la possibilité vraiment de voir beaucoup de choses diverses. C'est assez incroyable d'ailleurs. Et moi, je pense que ça fait aussi partie de la culture ciné, et ce serait dommage. Moi, je me fous de savoir est-ce que si on n'a pas vu Le Parrain, c'est légitime. J'en ai rien à foutre de ça. Ça m'intéresse pas ces questions-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chronique du cinéphile qui a vu ce film-là et qui en parle et qui attend peut-être une chose, c'est qu'on en parle aussi avec lui, qu'on parle d'autres cinéastes, qu'il n'y ait pas une uniformisation. Que le cinéma, c'est l'art du présent et ça restera toujours l'art du présent. Moi, ce qui m'intéresse. Là, tu évoques une frustration légitime, mais. De qui? De la part de qui la frustration? Tu veux ma frustration, tu veux dire? Oui. T'évoques. Non, mais qui est légitime, qui est une frustration légitime vis-à-vis de la doxa du mainstream, dont YouTube est vraiment très révélateur. En fait, YouTube révèle des choses et les met presque à feu, c'est-à-dire que le mainstream sera toujours écrasant, que le formatage de goût est finalement bien plus fort que ce que certains pensent de leur pouvoir de perspicacité. Je te rejoins. Mais en même temps, n'oublions pas, parce qu'en fait, on est dans un rapport de chiffres. Qu'est-ce qui nous agace? Ce qui nous agace, c'est que le trailer reaction, parce qu'on parle anglais tout ça, le Spider-Man puis le trailer reaction ou le Doctor Strange trailer reaction, ça va te faire 1 million de vues, et que une interview extrêmement travaillée, très bien menée, hyper agréable à l'écoute sur un jeune réalisateur espagnol fera 235 vues. Et ça, c'est frustrant. Certains te diront, ouais, mais c'est la loi du marché. Tu vois, moi, je pense que c'est le plus pernicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu vois, tous font ça. Ces vidéos à la con, pas par conviction, mais parce que ça marche. Et tous veulent marcher. Donc, ils le font. Et pendant qu'ils font ça, ils sortent pas, excuse ma vulgarité, ils sortent pas leur trip sur la table sur une vidéo qui leur tiendrait à cœur, sur vraiment un truc, un sujet, dont ils savent à l'avance que ça ne marchera pas. Donc, mais c'est toujours comme ça. La contre-offre, c'est nous et d'autres. Tu vois, nous, on a un peu le profil de la contre-offre.
Tu vois, toi, Samir, tu es vraiment le profil de la contre-offre. Tu es une contre-proposition sur le YouTube Game. Moi, j'en suis aussi une. Il y a des mecs comme Mathieu Blom, c'est aussi une contre-offre, tu vois. Mais on le sait. Quand Mathieu Blom fait son anthologie du cinéma espagnol, ça fait 700 vues. Ça fait 700 vues, tu vois. Et si on voulait tout cartonner, on sait très bien où il faut taper pour tout cartonner. Frustration qui se développe parce qu'on a un minimum de jugeote et donc on arrive à voir qui est bon et qui ne l'est pas. Je suis désolé, c'est peut-être très hautain et condescendant le discours que je vais tenir, mais c'est, comment dire, vous le ressentez aussi. De toute façon, si vous nous regardez, c'est que vous le ressentez aussi. C'est que vous sentez tout de suite quand ça parle vrai, quand ça parle vraiment. Tu sais, l'expression « ça parle vraiment ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça parle vraiment? Tu vois, et quand, en fait, ça sonne faux, quoi. Le problème étant que YouTube et le YouTube Game... YouTube, c'est un peu bizarre, c'est comme le rap. Il y a le rap game et il y a le YouTube Game. Je pense que, moi, c'est ma théorie, je pense que dans YouTube, il y a une force presque pas identifiable et malsaine qui fait que au final, on se soumet tous à l'esprit de concurrence. Tu vois, même si on s'apprécie pas, même si on se méprise, on finit par s'écouter les uns les autres. Tu vois, même quand on le veut pas, tu vois. On finit, tu vois, avec les réseaux sociaux, on finit par savoir le propos sur tel sujet du crétin de base de youtubeur à 200 000 abonnés, tu vois. Mais ce qui est doublement frustrant pour des gens, même un mec comme toi qui a un vécu, qui a de la bouteille et qui peut documenter son histoire par rapport au cinéma, tu vois. On peut dire ce qu'on veut sur toi, Samir, mais tu as un historique. Voilà, tu as travaillé, tu as un historique. Voilà. Je pense que c'est d'autant plus... Moi, je le vis à un moindre niveau, évidemment, mais c'est extrêmement frustrant de voir que YouTube crée des figures d'autorité. Et quand tu la regardes, la figure d'autorité, tu te dis voilà, je comprends pas trop, tu vois. Mais faut se dire que chez des gens comme nous, ça passe pas, sauf que ce qui m'inquiète sur les jeunes générations, il y a des youtubeurs qui sont, c'est pas des gourous, mais dont la parole et l'avis est vraiment très fort, quoi. Ils ont un pouvoir de persuasion. Et d'ailleurs, ce que je dis est très vrai, vu que ils se font des marchés, soit pour des pubs, soit ils se font des marchés par les producteurs eux-mêmes ou par l'industrie elle-même, qui sait très bien que si on pouvait faire une vidéo avec un tel et tout ça, ça aiderait à la communication sur un film, sur un spectacle ou sur autre chose. Tu vois ? Donc, on est frustré par un système dont on voit bien, et YouTube a renforcé ça, que c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, alors c'est frustrant, mais moi ce que je me dis, c'est que on est assez lucide pour aller taper dans la contre-offre. Et moi c'est YouTube, je l'utilise comme ça. Il y a encore des contre-offres. On a parlé de plein de personnes qu'on apprécie tous les deux, qui pour moi représentent ça. Et voilà. Et après, comment tu écoutes YouTube? Alors je veux pas dire que les jeunes sont manipulables, c'est pas vrai. Il y a des jeunes personnes qui écoutent YouTube et qui ont un esprit critique très pertinent, il n'y a rien à dire. Mais moi, quand j'écoute YouTube, je prends pas une leçon. Les vidéos que j'apprécie le plus, c'est je me dis, putain, ce mec, à travers sa vidéo, on a eu un dialogue. Tu vois, il s'est passé un truc, il y a eu un dialogue, j'ai apprécié le moment, merci. Voilà, comme c'est de la consommation, je le consomme comme ça,
comme ça, et je pense que c'est le mieux. Mais effectivement, je pense que l'esprit qualitatif te fait être dans une niche. Tu vois ? Parce que la qualité, regarde, même YouTube, dans son algorithme, fait tout pour que soit mise en avant. Ça a été longtemps le cas, je crois que c'est moins le cas maintenant. Pour mettre en avant une vidéo de 15 minutes, voilà. Et tu as vu tout le formatage de tous les youtubeurs qui se sont formatés à ça, 15 minutes. Moi, 15 minutes, j'ai même pas chauffé pour parler de mon sujet. Et toi, tu es pareil, Samir, tu vois. Donc moi, s'il faut 3 heures pour parler d'un sujet, mais ça sera 3 heures. Et si c'est 4 heures, ça sera 4 heures. Tu vois, je les ai déjà fait. Mais en faisant ça, après, il faut être lucide. Je sais très bien que je ne peux pas atteindre, je ne peux pas passer des paliers. Je ne peux pas, tu vois. Mais en même temps, le sujet l'impose. Tu vois. Là, on va parler boxe. J'ai fait une vidéo sur Mayweather. J'étais avec 130 livres. On a une discussion à bâton rompu sur... On fait une anthologie de Mayweather. Je pense que c'était nécessaire parce que le mot Mayweather, il fallait remettre l'église au centre du village sur toute sa carrière. Tu vois. On a fait le boulot. Je pense qu'on a délivré la marchandise. 3h30. 3h30. Alors, même si le nom est aguicheur, Mayweather, c'est quand même un nom aguicheur, tu vois. Eh ben, écoute, j'étais vachement satisfait. On a presque 5000 vues, tu vois. Mais un autre, la concurrence qui fait un truc en 15 minutes sur Mayweather, il fera 100 000. C'est comme ça. C'est comme ça. Désolé, j'ai beaucoup. On est à 1h26, on va bientôt arrêter. Moi, il y a une question que je voudrais te poser, c'est comme je sais que tu penses beaucoup sur ta chaîne, je veux dire, tu penses structure, beaucoup, tu essaies voilà, tu ne restes pas sur des acquis, je crois que en tout cas, ta chaîne provoque en toi pas mal de réflexions sur comment passer, quoi, comment passer. Et je pense que je suis comme toi, enfin, je deviens plutôt comme toi, parce que tu devais l'être beaucoup plus que moi, mais je deviens de plus en plus lecteur. Je suis de plus en plus un grand lecteur et un bouffeur de livres parce que YouTube. Ça m'a développé ça. Je reviens aux livres beaucoup. Alors moi, j'ai jamais eu. Alors c'est vrai que je suis un grand lecteur, mais il est vrai que depuis Microciné, j'ai jamais lu autant de livres sur le cinéma. Ça c'est vrai, je ne peux pas ne pas le renier. Je lisais de temps en temps, mais là c'est beaucoup. Et d'ailleurs c'est incroyable. Il y en a énormément, c'est passionnant. Mais comment tu vois toi maintenant ta chaîne et est-ce que parce qu'il y a pas mal de thématiques sur ta chaîne. Enfin, il y a pas mal pas de thématiques, de configuration. Pour parler de boxe, de pop, de culture pop, mais aussi de boxe. Est-ce que tu continues encore, ça travaille encore aujourd'hui? C'est vrai que plus tu parlais de structure, mais plus tu as un concept que tu arrives à structurer, que tu arrives à faire comprendre, et surtout que tu maintiens, plus les gens arrivent à percevoir ce que c'est la page. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut tourner au fourre-tout. Et ça l'est un peu. Ça l'est un peu, et je pense que j'arriverai jamais vraiment à m'en dépêtrir. Les sujets sont tellement différents qu'il y aura toujours ce côté un peu fourre-tout, mais c'est vrai que je me suis resserré pour la boxe sur 3 émissions différentes, sur le cinéma sur à peu près 2 émissions différentes, et la musique, une émission. Voilà. Ouais. Qui sont à chaque fois qui sont des anthologies, en fait. Tu sais, j'appelle ça des discussions Hall of Fame, et j'utilise le concept de Hall of Fame parce que ça va bien pour la musique, ça va bien pour le sport, ça pourrait bien aller pour le cinéma, même s'il n'y a pas un Hall of Fame du cinéma à proprement parler. Voilà. Et puis aussi, il faut dire aussi que tu commentes. Tu commentes les matchs. Tout à fait, avec notre ami John Ali. Oui, et qu'on salue bien évidemment affectueusement. Si vous voulez voir John Ali s'énerver, venez chez moi. C'est là que ça se passe. Mais oui, mais on fait ça aussi toujours dans l'esprit d'une contre-offre. C'est-à-dire que on va pas vous la faire comme si on devait répondre à des exigences d'une grande entreprise télévisuelle. Non. On le fait en étant nous-mêmes, en s'accordant des moments délire, tu vois, avec un esprit pirate, comme je l'appelle, tu vois. Un esprit pirate. Effectivement, c'est la radio pirate dans les années fin 70, début 80. C'est exactement ça. Bah, écoute, en tout cas,
Dernière question, ça t'a traversé un petit peu l'esprit peut-être de commenter les Césars ou les Oscars ou les... J'arrive même pas à terminer ma phrase tellement je la trouve ridicule. Ouais. Je crois que ça m'énerverait trop. Ça m'énerverait trop, tu vois. Donc, non, mais c'est un truc que j'ai beaucoup suivi à l'époque, mais je pense que ça en prend en train de tomber. Avec le nouveau monde dans lequel on est, je pense que ça n'a plus vraiment beaucoup de sens. Hein. Les dernières en date sont. Et voilà, quoi. Voilà. En tout cas, c'était. Oui, les Oscars, j'ai divorcé directement avec eux quand ils n'ont pas mis meilleur film Boyhood. Quand ils ont mis Burn Mad à la place de Boyhood, là, c'était un divorce que je n'accepterai jamais. Tu vois. Excuse-moi de t'avoir énervé en fin d'émission. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais enfin, c'était un plaisir, Captain Crochet, Captain Hook, pardon. Et j'ai beaucoup aimé ces moments où j'ai bien aimé l'émission, mais surtout les moments où tu nous parles de mise en scène, de boxe, de comment filmer la boxe. Ça, c'est très intéressant. On n'en parle pas beaucoup et je trouve que c'est passionnant. C'était vraiment un plaisir et effectivement, je viendrai chez toi avec plaisir. Et il faut qu'on trouve mais il faut qu'on trouve aussi un autre sujet pour une autre émission. Peut-être sur un film ou je sais pas. Il faut qu'on trouve quelque chose. En tout cas, il n'y a pas de point final. Il n'y a que des points de suspension. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Merci beaucoup, Captain. À très vite. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.